Bonjour à tous. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et également secrétaire du CSE de notre UES. Bienvenue à cette première webconférence de l'année 2021 à destination des élus de CSE. Avant toute chose, je tiens donc à vous présenter au nom de toute l'équipe Jury Travail nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique, une base documentaire très fournie comprenant de nombreux dossiers thématiques et de nombreux modèles de documents, tous rédigés par notre équipe de juristes. C'est également une équipe de juristes qui vous répond au téléphone ou par email. Et enfin, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Saria, avocat au barreau de Paris, que nous avons le plaisir de recevoir et de retrouver aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous. Bonjour Myriam, bonjour à tous, bonne année Myriam et bonne année à tous. Je vous présente également tous mes vœux pour cette année 2021. Merci. Pour cette webconférence, nous avons également souhaité faire appel à l'expertise de la société Equipea. Leurs experts tiennent avec les élus la gestion des activités sociales et de la comptabilité des CSE. Ils accompagnent également les élus dans la présentation des comptes et établissent le rapport de gestion et le tableau de bord de suivi budgétaire. Ils s'appuient enfin sur un expert comptable qui assure le conseil, le suivi, la révision et la clôture des comptes. Nous accueillons donc avec grand plaisir Thierry Collin, cofondateur d'Equipea. Bienvenue Thierry. Bonjour, merci Myriam, bienvenue également à tout le monde à cette webconférence. C'est la première pour nous, j'espère que ce ne sera pas la dernière et que c'est le début d'une longue série. Bonne année à tout le monde et à tout de suite pour les questions. Alors, effectivement, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser donc toutes vos questions. Nous les avons transmises à Maître Saria et Thierry Collin qui vont y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes et nous allons essayer de nous y tenir. Si vous souhaitez poser des questions, deux juristes de l'équipe Jury Travail sont chargés de vous répondre en vous aiguillant vers les articles ou les dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître en bas ou sur le côté de votre écran via un bouton avec une petite main. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, nous avons également précisé les coordonnées de Maître Saria sur la présentation que vous voyez actuellement. N'hésitez pas à le contacter. Et pour tout ce qui est gestion des budgets, suivi budgétaire, vous avez également les coordonnées de Thierry Collin. N'hésitez pas à contacter Equipea également. Alors, ultime petite précision avant de commencer cette webconférence en cette période de crise sanitaire. Maître Saria, Thierry et moi-même sommes dans des pièces et même dans des villes radicalement différentes. Nous sommes tous les trois seuls dans les pièces où nous nous trouvons et c'est pour cela que vous nous voyez sans masque. Donc, nous avons reçu beaucoup de questions pour cette webconférence et nous vous en remercions. Toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. Vous voyez également les différentes thématiques sur la présentation que vous avez à l'écran. Donc, nous commencerons par des généralités sur les budgets du CSE, puis nous parlerons de la gestion des budgets du CSE, enfin la clôture des comptes et le rapport d'activité, pardon. Et enfin, nous répondrons à une question un petit peu, un cas particulier qui nous a été soumis lors de ces questions. Donc, commençons par les généralités sur les budgets du CSE. Maître Saria, que nous dit la loi sur les obligations comptables des CSE en fonction de leur taille et quels sont les seuils où les changements s'opèrent?
Bien, effectivement, la tenue des comptes est une obligation légale imposée au comité social et économique. Et cette obligation va varier en fonction de seuils qui sont fixés par le Code du travail, et ce qui va nous permettre de différencier trois types de CSE. Euh, le premier type de CSE, c'est ce que je vais appeler les petits CSE, donc les petits comités sociaux et économiques. Ce sont ceux dont les ressources annuelles n'excèdent pas 153 000 euros, qui vont faire partie de cette catégorie de petits CSE et qui, eux, vont avoir ce qu'on appelle une comptabilité ultra simplifiée, puisque le code leur permet de s'acquitter de leurs obligations comptables sous une forme plus simple, puisqu'il leur suffit de tenir un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et les recettes qu'ils perçoivent. Et la deuxième obligation pour ces petits CSE, c'est d'établir une fois par an un état de synthèse simplifié qui va porter sur les informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Donc on a quelque chose qui est très très simple pour les petits CSE, sont ceux dont les ressources n'excèdent pas 153 000 euros annuels. Donc ça, c'est le premier seuil. Puis, nous allons examiner les CSE de taille moyenne et les grands CSE. Automatiquement, ces deux catégories de CSE ont des ressources annuelles qui excèdent 153 000 euros. C'est la première des choses qu'il faut vérifier. Ensuite, le Code du travail nous donne trois seuils à vérifier. Un premier seuil, le nombre de salariés du CSE qui doit être de 50. Puis, les ressources annuelles qui doivent être de 3,1 millions d'euros par an. Et enfin, le total du bilan qui doit être de 1,55 million d'euros par an. Et nous allons étudier ces trois seuils pour voir si nous sommes en présence d'un CSE de taille moyenne ou d'un CSE de grande taille. Pour les CSE de taille moyenne, il faut remplir au moins l'un des critères. Il ne faut pas dépasser deux de ces critères que je viens d'indiquer. Et dans ce cas-là, vous êtes dans une obligation un petit peu particulière puisque le Code du travail vous permet d'adopter une présentation simplifiée de vos comptes, donc un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée. Les modalités sont fixées par un règlement de l'autorité des normes comptables et ça vous permet d'enregistrer des créances et des dettes à la clôture de l'exercice. Le comité, le CSE, confie alors la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert comptable et il en assume le coût par sa subvention de fonctionnement, par son budget de fonctionnement. En ce qui concerne les grands CSE, ce sont ceux qui dépassent au moins deux des trois seuils que je viens d'expliquer. Et dans cette catégorie-là, vous devez alors tenir une comptabilité normale, une comptabilité de droit commun. Elle vous impose notamment l'enregistrement comptable des mouvements qui affectent votre patrimoine. Les mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle vous impose également un inventaire annuel de l'existence et la valeur des éléments des actifs et passifs du patrimoine du CSE. L'établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. Et une autre obligation particulière pour les grands CSE, ils sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise, et ils doivent faire certifier leurs comptes. Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement. Très bien, merci beaucoup, Maître. Une petite question pour vous, Thierry. Du coup, comment présenter les comptes, toujours en tenant compte des différentes tailles de CSE?
Alors, effectivement, ma réponse va recouper un petit peu ce que les propos tenus par Maître Saria. L'enjeu, c'est de respecter justement l'autorité des normes comptables, hein, le formalisme de présentation des comptes qui a été défini par l'autorité des normes comptables. Donc, ça date quand même un petit peu. Hein, ça date de 2015 et ça a été en avril 2015 et ça a été publié au journal officiel quelques mois plus tard. Vous pouvez trouver ces supports, hein, ce formalisme de présentation des comptes. Vous pouvez les retrouver sur notre site Equipea, dans notre blog, rubrique obligations comptables des CE. Et donc, effectivement, je rejoins les propos de Maître Soria. En dessous, au-dessus de 153 000 €, les règles sont strictes. Hein. Il faut établir un bilan et un compte de résultat classique, hein, une comptabilité générale dite d'engagement, et établir une annexe qui va présenter notamment le tableau des ressources, hein, dont bénéficie le CSE, et également lister les transactions significatives. Nous, le choix qu'on a fait chez Equipea avec notre expert comptable, c'est toutes les transactions qui représentent, auprès d'un seul fournisseur, qui représentent plus de 15% du budget sur l'année. Hein, tous les flux qui représentent plus de 15% du budget sur l'année. Évidemment, l'idée, c'est de faire réviser et attester les comptes par un expert comptable et de présenter ce que l'on appelle la plaquette. Et effectivement, en dessous de 153 000 €, c'est plus allégé, mais c'est une comptabilité quand même, hein, comme l'a rappelé Maître Saria, c'est une comptabilité plus allégée en recettes-dépenses, où l'état de synthèse, hein, le formalisme de présentation des comptes, pour répondre à la question, c'est également normalisé, hein, avec, vous retrouvez ça dans le document dont je vous ai parlé, et le CSE doit détailler évidemment ses biens, ses placements, son stock, hein, l'inventaire du stock, si on a encore de la billetterie par exemple en stock en fin d'exercice, les créances, hein, ce que éventuellement les salariés doivent au CE à la date de clôture de l'exercice, ce qu'on appelle les disponibilités, c'est-à-dire la trésorerie et les dettes, et enfin le suivi de la subvention, c'est-à-dire la subvention qu'on a reçue au titre de l'année N, le solde qui était disponible au titre de l'année N-1 et ce qu'on a consommé sur l'année N. Et dans tous les cas, il faudra effectivement présenter ce qu'on appelle un rapport de gestion, dont on parlera un petit peu plus tard, puisqu'il y a une question qui est dédiée à la partie rapport de gestion. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Maître Saria, la loi prévoit-elle des sanctions en cas de non-respect de ses obligations comptables? Alors effectivement, à partir du moment où il gère un budget et dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est une personne morale. Et donc, en cette qualité de personne morale, il engage sa responsabilité civile, mais également sa responsabilité pénale dans la gestion comptable du CSE, qui en général est effectuée par le trésorier. Il faut bien comprendre que c'est l'instance qui est civilement responsable. En principe, le trésorier n'est pas responsable sur ses biens propres en cas de manquement, avec des pertes sur les comptes. Toutefois, le trésorier peut engager sa responsabilité civile et pénale s'il apparaît des malversations, des fraudes ou des détournements de fonds au détriment de l'instance, et alors il peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel, soit pour abus de confiance ou pour entrave au bon fonctionnement du CSE. Très bien. Au passage, les secrétaires également, parce que souvent les banques demandent à ce que les comptes soient établis au nom du secrétaire de l'instance et non au nom du trésorier. Nous, c'est notre cas. Mon trésorier a bien évidemment accès aux comptes, mais c'est moi, secrétaire, qui ai été obligée de faire les démarches pour qu'il ait accès aux comptes. Quelques questions maintenant sur la gestion des budgets. Commençons par une question qui nous a été posée plusieurs fois, qui a toujours été formulée de manière identique. Je vais garder sa formulation intacte et ça vous permettra, Maître, de repréciser un petit peu les choses. Est-il possible de transférer 10% du compte de fonctionnement sur le compte des ASC chaque début d'année? Alors, oui, le Code du travail permet de transférer, et alors il faut bien faire attention au terme, c'est 10% du reliquat du budget de fonctionnement sur le budget des ASC. Et donc, c'est 10% de ce qu'il reste en fin d'exercice qui peut être transféré à partir du budget de fonctionnement vers le budget des ASC. Et je précise, ce n'est pas l'objet de la question, mais l'inverse est également possible. On peut transférer aussi 10% du reliquat des ASC vers le budget de fonctionnement. C'est plus rare. Concernant ce reliquat, d'autres usages sont-ils possibles? Comme les dons aux associations, par exemple? Exactement. Il est possible
et c'est le Code du travail qui le permet, soit de transférer du budget de fonctionnement vers les ASC ou de faire un don à des associations telles que le prévoit le Code du travail. Très bien, merci beaucoup. C'est une question qui tenait à cœur à beaucoup de nos inscrits. Elle nous a été envoyée plusieurs fois également. Alors, dernière question pour vous mettre sur ce… Enfin non, avant-dernière question, pardon, pour vous sur ce sujet. Est-ce que ce dispositif a des conséquences sur le financement des expertises auxquelles le CSE pourrait avoir recours? Alors effectivement, il faut savoir que lorsque le CSE fait le choix de transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget des ASC, cela peut avoir des incidences sur la prise en charge des frais d'expertise qui normalement incombent au CSE par l'employeur. Parce qu'il y a certaines expertises dont les frais sont supportés par le budget de fonctionnement du CSE. Et il arrive que dans certains cas, ce soit l'employeur qui vienne suppléer le CSE pour prendre en charge des frais d'expertise dont il n'aurait pas la possibilité de prendre en charge. Et lorsqu'il y a un transfert de l'excédent du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, l'employeur n'a plus l'obligation de prendre en charge les frais d'expertise en lieu et place du CSE lorsque celui-ci ne peut pas. Et cela pendant 3 années qui suivent le transfert du budget de fonctionnement. Donc, si en 2020, je transfère une partie de mon budget de fonctionnement sur mon budget des ASC, pendant les 3 années qui vont suivre, lorsque le CSE devra faire appel à des experts dits libres, par exemple, et qu'il ne peut pas les rémunérer sur son budget, l'employeur ne sera pas dans l'obligation de les prendre en charge à sa place. Mais ça n'a aucune incidence, si je vous suis bien, sur les expertises que doit payer l'employeur. Oui, là, il faut bien différencier les expertises qui incombent normalement au CSE, c'est celles dont je parle, et les expertises qui, elles, sont prises en charge par l'employeur parce que la loi le définit. Là, ce n'est pas la même chose. D'accord, très bien. Merci beaucoup, maître, c'est clair. Alors, enfin, une dernière question qui nous a été posée. Une entreprise de moins de 50 salariés peut-elle attribuer un budget œuvre sociale à son CSE, même si la loi ne l'y oblige pas? Alors, cela pose une difficulté puisqu'en principe, le CSE d'une entreprise inférieure à 50 salariés ne bénéficie pas d'un statut de personne morale. Et donc, il n'a pas de budget propre. Et donc, la loi ne prévoit pas le versement de subventions par l'employeur pour le fonctionnement du CSE ou même pour les ASC. Ceci étant précisé, ce CSE peut bénéficier d'aide de l'employeur pour fonctionner. C'est notamment le cas du local qui va être mis à disposition ou la prise en charge de certaines formations pour les membres du CSE. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, toujours au niveau des budgets, un budget prévisionnel du CSE, qu'il s'agisse du budget des ASC ou du budget de fonctionnement, doit-il être présenté et soumis à consultation en début d'année en réunion plénière du CSE? Alors, en ce qui concerne le budget prévisionnel, je vais distinguer les CSE de taille moyenne et grande taille des petits CSE. Pour les CSE de taille moyenne et de grande taille tels que je les ai définis un petit peu plus haut, ils vont avoir dans leur rapport de gestion une analyse entre l'écart entre le budget prévisionnel et le budget réalisé à établir. Ce qui signifie de facto qu'ils doivent avoir un budget prévisionnel qui est voté en début d'année, et donc ils vont devoir fournir l'analyse des écarts entre ce budget prévisionnel et le budget réalisé en fin d'année. Donc là, clairement, il y a selon moi une obligation. Pour les petits CSE, donc moins de 153 000, ça n'est pas une obligation prévue textuellement. En revanche, moi, je recommande de préparer ce budget prévisionnel puisqu'il s'agit de la feuille de route que vous allez suivre tout au long de l'année et qui correspond à vos engagements de dépenses. Et donc, elle va permettre d'éviter des dérives de dépenses et des recettes
du CSE en cours d'année. Ça va vous permettre de suivre vos dépenses et vos recettes. C'est le premier point. Et le deuxième point, faire voter ce budget prévisionnel va permettre de donner un pouvoir dès le début de l'année aux secrétaires et aux trésoriers pour engager les dépenses. Parce que bien souvent, moi j'ai affaire à des petits CSE qui discutent de dépenses dont qu'ils ont envie d'engager, mais qui n'ont pas pour autant fait de vote ou voté de délibération pour autoriser le secrétaire et le trésorier à engager ces dépenses, ce qui les met en difficulté. Lorsque vous prévoyez votre budget prévisionnel en début d'année et que vous y mettez un certain nombre de dépenses dont vous savez que vous allez devoir les engager, cela va leur permettre d'engager le CSE sur ces dépenses. Très bien, merci beaucoup. Une question pour vous, Thierry. Quel formalisme conseillez-vous pour s'assurer de la séparation des budgets de fonctionnement et d'activités sociales et culturelles? Alors, au départ, je dirais, le premier conseil, c'est déjà du bon sens. C'est de bien séparer les comptes bancaires. Donc, les comptes bancaires, mais y compris les livrets et les comptes de caisse, d'avoir des comptes séparés AEP et ASC. C'est non obligatoire, clairement, dans les états comptables, notamment dans le bilan à l'actif. C'est un bilan cumulé ASC plus AEP. Et il y a une seule ligne sur les disponibilités. Donc, c'est les disponibilités cumulées AEP plus ASC. Mais si on les sépare avec des comptes bancaires séparés, c'est tellement plus simple pour la compta et c'est tellement mieux pour les élus parce que ça évite les erreurs dans la gestion de la trésorerie. La seule chose où on peut se tromper, c'est se tromper de chéquier, mais ça, il y a des écritures comptables qu'on peut passer pour corriger ce type d'erreur. Le deuxième conseil, ce serait, je dirais, parce qu'on en rencontre encore beaucoup qui ne sont pas encore à cette étape-là, c'est de faire virer les subventions respectives sur chaque compte. Très souvent, les DRH font deux virements, le virement pour les AEP et le virement pour les ASC, mais des fois c'est cumulé. Et quand c'est cumulé, c'est pas forcément simple pour les élus et c'est confusant. Donc, il faut demander au DRH de faire l'effort de faire deux virements séparés. Et ensuite, alors évidemment, cette question, c'est aussi l'occasion de répondre un petit peu à la question AEP versus ASC. L'idée, c'est si on ne sait pas, évidemment, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, soit par un expert comptable, soit par des prestataires de conseil ou des prestataires spécialisés qui vont vous aider sur les règles entre la séparation des AEP et des ASC. Bon, je ne veux pas revenir sur l'ensemble de ces règles-là, mais c'est l'occasion peut-être pour moi de rappeler deux règles essentielles. La première, c'est de se poser la question à qui profite finalement la prestation ou la chose, comme disent les juristes. Si c'est aux salariés, clairement, c'est les ASC. Donc, ça veut dire attention, attention, attention. On en voit trop qui se trompent là-dessus ou qui essayent, qui sont borderline. Attention, allant à la mini-enceinte Bluetooth qu'on offre en fin d'année sur le budget de fonctionnement sous prétexte qu'il y a un logo et donc on déguise ça en opération de communication. C'est très borderline pour le coup, clairement, les experts comptables, ils n'aiment pas. Attention aussi aux plateformes de billetterie. Très souvent, les prestataires fournisseurs de plateformes de billetterie, ils vont vous dire, si, c'est du budget de fonctionnement, sous prétexte qu'il y a un petit site internet de communication ou qu'il y a une petite prestation d'assistance juridique pour les CE. Oui, mais si la grande partie de la prestation, ça consiste à délivrer des billets de la billetterie aux salariés et encore plus s'il y a des frais de port, clairement, c'est les ASC. Donc là, il faut plutôt faire une quote-part pour en passer une partie en AEP, une partie en ASC. Et la deuxième règle essentielle, c'est une règle importante qui est formalisée comme ça par les experts comptables, c'est l'accessoire suit l'essentiel. Donc, si je prends par exemple l'exemple des chèques vacances, trop souvent, on rencontre des CSE qui font passer les frais de commission de la NCV ou les frais de port sur le budget de fonctionnement. La réponse est non. L'essentiel, c'est quoi? C'est les chèques vacances. Les frais de commission de la NCV ou les frais de port de la NCV, quand ils les livrent directement au domicile des salariés, c'est l'essentiel, c'est l'accessoire, justement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de chèque vacances, il n'y aurait pas eu de frais de commission. Comme les chèques vacances, c'est de la SC, les frais de port et les frais de commission de la NCV, c'est de la SC. Donc voilà, donc globalement, il y a cette séparation, puis après, de ne pas se tromper sur les budgets. Et là, clairement, il faut se faire accompagner quand on ne sait pas. Oui, effectivement, merci d'avoir clarifié les choses au niveau des plateformes et des enceintes Bluetooth. Je pense que tous les élus qui vont sur des salons de CSE ou qui se font démarcher commercialement par des prestataires, on a tous entendu des dizaines de fois le fait que si ça pouvait passer sur le budget de fonctionnement, alors, autre parenthèse, fonctionnement et AEP, c'est effectivement la même chose. Depuis le passage en CSE, le budget de fonctionnement
s'appelle AEP, mais ça rentre encore difficilement dans le vocabulaire, y compris dans le mien. Et donc, ouais, merci beaucoup Thierry d'avoir précisé toutes les erreurs dans lesquelles on essaye de nous envoyer et que vous dites que les experts comptables n'apprécient pas, l'URSSAF apprécie encore moins. A priori. Alors Thierry, une autre question pour vous et qui doit concerner pas mal de CSE. Comment ajuster un budget prévisionnel validé en début d'année alors que la crise sanitaire est passée par là? On a tous eu des dépenses qu'on comptait engager et qu'on n'a pas pu engager, des budgets qu'on comptait réserver pour une soirée d'entreprise, par exemple. Et avec la crise sanitaire, la soirée n'a pas pu être organisée. Comment faire pour pouvoir clôturer les comptes et ajuster du coup les choses par rapport au budget prévisionnel? Alors, effectivement, alors, pour ajuster un budget prévisionnel en cours d'année, la première chose, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, il faut en avoir un, et en avoir un formalisé. Parce que ce qu'on constate, c'est que bien souvent, les élus, vous connaissez vos chiffres, vous connaissez vos dépenses, ou surtout si elles sont assez régulières d'une année sur l'autre. Pour autant, elles sont assez peu souvent formalisées dans un tableau de budget. Voilà. Et deux, pour pouvoir l'ajuster en cours d'année, encore faut-il être capable d'avoir une situation financière, une situation budgétaire, ce qu'on appelle le réalisé du budget, une situation en cours d'exercice. Et si pour faire une situation budgétaire, ça prend 15 jours de travail, inutile de dire que ce ne sera pas fait. Donc il faut pouvoir faire une situation budgétaire très rapidement. Et donc finalement, tenir un budget, c'est quoi? C'est définir des postes budgétaires. Donc il ne faut pas non plus tomber trop dans le détail. Une quinzaine ou une vingtaine de postes budgétaires, c'est déjà très bien. Il faut les relier à sa compta. Alors, à la compta générale ou à la compta analytique, si on en a une, c'est encore mieux. Et donc, il faut les relier pour justement être capable d'avoir ce suivi. Alors, attention aux postes de type achat-revente. Typiquement, si j'achète de la billetterie et que je la revends, le poste budgétaire, c'est billetterie. Et dans ce poste, on va raisonner en coût de subvention, c'est-à-dire les achats moins les ventes, évidemment. Une fois qu'on l'a voté, comme on l'exprimait tout à l'heure en début d'année, la situation, c'est votre logiciel ou votre solution de comptabilité qui doit vous la donner en un clic. Normalement, on appuie sur le bouton et ça doit nous dire, poste par poste, à combien on est de consommer par rapport au début de l'année. Et ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est quel est mon reste à consommer? Et très souvent, on fait l'erreur, on se dit, j'ai voté 3 000 € par exemple sur un poste, j'ai consommé 1 000, mon reste à consommer, c'est 2 000. Non. Le reste à consommer, c'est je me place, par exemple, si je fais une situation au 30 juin, je vais me poser la question, au 30 juin, qu'est-ce que je vais consommer sur ce poste d'ici la fin de l'année? Et on l'a tous les élus l'ont vécu avec le CSE. Si j'avais voté, par exemple, un poste sur des voyages en début d'année, au 30 juin, on sait très bien que si on regarde le reste à consommer d'ici la fin de l'année, c'était quasiment zéro parce que tout a été clairement annulé. D'accord? Donc, ça va nous donner ce qu'on appelle l'atterrissage, c'est-à-dire que poste par poste, on aura voté un budget en début d'exercice, on a réalisé au moment où on fait la situation, donc ce soit au 30 juin. Moi, je conseille souvent d'en faire une également fin septembre pour savoir où on en est avant la dernière ligne droite de la fin de l'année et notamment être capable de faire des ajustements, et notamment des ajustements par rapport au chèque cadeau. Donc, l'atterrissage, c'est quoi? C'est ce qu'on a déjà consommé à date, plus ce qu'on estime qui reste à consommer d'ici la fin de l'année. Et cet atterrissage, lui, va nous donner l'écart par rapport au budget. J'avais prévu un budget de 3 000, j'estime que je vais atterrir à 2 500, donc je vais économiser, entre guillemets, 500 € sur cette ligne-là. Et c'est cette somme des écarts qui va permettre justement de décider, alors chiffre à l'appui. On a vu beaucoup de CE prendre cette décision-là, par exemple, et profiter du doublement du plafond de la carte cadeau fin 2020 avec le Covid. Beaucoup d'élus de CE ont pris cette décision intuitivement, en connaissant un peu leur compte, mais sans l'avoir clairement formalisé. Et quand on le formalise, quand on le formalise comme ça permet effectivement de partager des chiffres et d'avoir chiffres à l'appui, de prendre des décisions chiffres à l'appui et de faire voter en plénière justement une actualisation du budget pour dire, voilà, ce qu'on n'a pas consommé à cet endroit-là, on se propose de le reporter par exemple sur une augmentation de la carte cadeau pour la fin d'année 2020. Tout à fait. Effectivement, je pense que c'est une solution qui a été pas mal adoptée, celle-là. Parlons donc maintenant de la clôture des comptes et du rapport d'activité ou du rapport de gestion. Maître, pouvez-vous nous rappeler les obligations légales concernant la clôture des comptes et le rapport d'activité? Une autre question qui nous a été beaucoup posée, c'est y a-t-il une date butoir pour les effectuer?
Et des questions nous ont été également posées sur leur diffusion. Est-ce que la diffusion est obligatoire et auprès de qui? Je vous cède la parole. Bien, merci. Effectivement, les comptes annuels du CSE sont arrêtés et selon les modalités qui sont prévues par le règlement intérieur du CSE. En principe, ça se fait chaque année et généralement, c'est le trésorier qui est en charge de cela. Les comptes annuels et les documents qui tiennent lieu de comptabilité en cas de comptabilité ultra simplifiée sont approuvés par les membres élus en séance plénière dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés doit porter sur ce seul sujet en principe. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique et au plus tard, 3 jours avant cette réunion, c'est le trésorier en principe qui, chargé d'arrêter les comptes, va communiquer aux autres membres du CSE les comptes annuels ou, le cas échéant, le livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses réalisées par le CSE et les recettes qu'il a perçues. Les comptes sont également accompagnés d'un rapport de gestion qui va présenter les informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Ça va servir à éclairer l'analyse des comptes par les élus du CSE et également par les salariés de l'entreprise. Son contenu, il varie en fonction de la catégorie de CSE. Si vous êtes un petit CSE, vous avez un contenu particulier. Si vous êtes un moyen ou un grand CSE, vous avez un autre contenu qui est prévu par le Code du travail. Ce rapport de gestion, il est présenté aux élus lors de la réunion en séance plénière d'approbation des comptes annuels. Au cours de cette même réunion où les comptes doivent être arrêtés, le trésorier ou le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées directement ou indirectement par une personne interposée entre le CSE et l'un de ses membres. Le CSE doit aussi fournir les informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Et enfin, la communication des comptes annuels ou, le cas échéant, des livres des dépenses et recettes par chronologie accompagnés du rapport de gestion est portée à la connaissance des salariés par le CSE par tout moyen. En général, ça se fait par affichage. D'accord, très bien. Mais ça peut être publié sur le site du CSE, par exemple. Bien évidemment, si c'est publié sur le site du CSE, il faut bien faire attention que ce site soit disponible uniquement pour les salariés de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, Thierry, vous, quels seraient les conseils que vous nous donneriez pour les réaliser? Je crois que vous nous avez préparé quelques petites slides sur le sujet. Je m'empresse de passer la première. Alors, je parlais d'abord de la comptabilité, comment réaliser ses comptes et comment tenir ses comptes. Alors évidemment, si on est au-dessus des 153 000 euros, du seuil de 153 000 euros, le premier conseil, c'est de se faire accompagner par un expert comptable parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale, mais pour la révision. C'est-à-dire que vous pouvez finalement tenir vos comptes vous-même avec un logiciel de comptabilité. Là, pour le coup, il n'y a pas le choix. Et il y a 2 missions possibles que vous pouvez confier à l'expert comptable. Soit la mission de tenue des comptes, c'est-à-dire qu'il fait tout de A à Z. C'est lui qui va saisir vos factures, saisir vos dépenses, etc. Il fait toute la compta et en fin d'exercice, il révise vos comptes. Ou alors, vous pouvez lui confier, si c'est vous qui décidez de tenir vos comptes, vous pouvez lui confier une mission, ce qu'on appelle de révision. Donc, la révision, dans le jargon comptable, globalement, c'est le contrôle de votre comptabilité. C'est le passage de ce qu'on appelle d'écriture d'inventaire, d'écriture comptable un petit peu particulière, entrer le stock au bilan, s'intéresser aux produits charges constatées d'avance, c'est-à-dire tout ce qui est à cheval entre 2 exercices, les produits charges à recevoir, etc. Donc, tout ça, c'est l'expert comptable qui va les passer. Et évidemment, à l'issue de cette révision, c'est éditer les états réglementaires et la fameuse plaquette ou les annexes comptables. Donc ça, c'est pour les CE de plus de 153 000. Si on est en dessous de 153 000, alors on a plusieurs solutions. On voit beaucoup de CE qui travaillent déjà avec Excel, parce que Excel, c'est sympa, c'est bien, c'est souple, c'est pas cher, mais attention à quoi? Attention aux formules, attention si on travaille à plusieurs. On a trop vu des comptabilités partir en vrille à cause de manipulations hasardeuses dans les fichiers Excel. Et puis, ce qui est quelquefois dommage par rapport à un tableur Excel, c'est que ce n'est pas intégré avec la gestion des ASC. Alors que clairement, c'est un enjeu d'intégrer sa comptabilité avec la gestion des ASC. Et finalement, le trésorier, il est tout seul dans son coin avec son tableur Excel et il se retape tout.
Alors, quelles sont les alternatives à Excel? On peut opter pour un logiciel de gestion de finances personnelles, comme on gérerait ses comptes à la maison. C'est sympa, c'est pas cher, mais là aussi, attention au formalisme. On ne respectera pas forcément nativement le formalisme qui est demandé par l'autorité des normes comptables. Puis évidemment, ce n'est pas orienté CSE. Et là encore, pas d'intégration avec la gestion des ASC. Après, on peut faire quoi? On peut se tourner vers un logiciel de comptabilité générale. Voilà, on peut acheter un EBP ou un Ciel Compta. Ça se trouve sur le rayon des supermarchés. C'est pas très cher non plus. Mais attention, là encore, c'est pas spécialisé CSE. Donc, ça parle bien compta, évidemment, mais on ne trouvera pas le plan comptable défini pour les CSE. Ça ne respectera pas toutes les problématiques de séparation des budgets et encore moins la présentation normalisée qui est définie par l'autorité des normes comptables. Et puis, il faut reconnaître aussi que ces logiciels, quelquefois, ils sont un peu complexes pour les gens qui ne sont pas comptables de métier. Donc, une fois qu'on a épuisé ces solutions-là, l'idée, c'est de se dire, il y a des logiciels spécialisés de gestion de CE pour tenir ses comptes, mais c'est plutôt, de prime abord, c'est plutôt destiné aux gros CSE ou aux utilisateurs avertis, qui sont un peu informaticiens ou qui sont un petit peu comptables, parce que c'est pas forcément ultra simple, ça peut des fois s'avérer un peu compliqué à déployer ou à utiliser pour la compta. Quelques CE vont dire, finalement, moi, je confie tout à mon expert comptable, donc je lui envoie toutes mes factures, toutes mes pièces, et il s'occupera de tout ça pour moi. Oui, c'est aussi une solution. Et l'expert comptable, il ne fera pas la gestion, il fera la compta, il ne fera pas la gestion, et souvent, il va vous faire ça une fois par an, au mois de mars ou avril de l'année d'après, de l'année suivante, pour respecter le délai de 6 mois dont parlait Maître Saria. Et donc, du coup, pour avoir son suivi budgétaire ou sa situation budgétaire en cours d'année, c'est un petit peu compliqué. Si on n'a pas sa compta qui est tenue à jour en temps réel, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, j'ai cité plein de solutions traditionnelles. Alors, je me permets juste un petit aparté, comme vous avez présenté tout à l'heure, Myriam, sur l'alternative que nous proposons chez Equipea. L'idée, c'est justement, nous, c'est de contrer un petit peu tous ces freins-là et de proposer un service complet et intégré sur une plateforme collaborative où on va travailler avec vous, les élus, avec ce qu'on appelle chez nous un coéquipier, qui est en quelque sorte votre salarié administratif permanent, externalisé, un expert comptable, et on va travailler ensemble, justement, pour travailler sur votre gestion, votre comptabilité. Et ça, c'est clairement une exclusivité. On fait ça dans un modèle qui est orienté service. Donc ça, c'est pour la compta. Et ensuite, pour le rapport de gestion, le rapport de gestion, c'est effectivement complémentaire à la comptabilité. La comptabilité, quand on va présenter ses comptes, on ne va pas donner trop de détails. On va dire, voilà, on a eu tant de prestations de parts payées par les salariés sur les prestations, sur les activités sociales et tant d'achats. Mais le détail, on va le retrouver dans le rapport de gestion. Et donc, le rapport de gestion, lui, il va donner activité par activité le détail de ce qui s'est passé. Donc, chez Equipea, par exemple, on propose une page de synthèse par activité où on décrit ce que le CSE propose comme activité, les règles, les subventions, les droits, etc. C'est un véritable outil de communication, ce rapport de gestion, clairement. Et on va rappeler quelques chiffres clés, comme par exemple le nombre de commandes qui ont été passées dans la tête, le nombre de bénéficiaires qui en ont profité, le montant de la subvention qui a été consommé ou utilisé par rapport à cette subvention, un commentaire qualitatif. Si on a fait un voyage, on peut s'autoriser quelques petites photos, donner l'avis des salariés, est-ce que ça leur a plu, pas plu, etc. Et peut-être, pourquoi pas, présenter les perspectives de l'année suivante. Voilà. Donc, on propose par exemple une page par activité, également donnant l'approche budgétaire, comme disait Maître Saria tout à l'heure, avec un tableau de synthèse à la fin, où on retrouve évidemment le résultat comptable, on doit le retrouver dans le rapport de gestion, ça c'est une évidence. Et donc, il ne faut pas oublier que ce rapport de gestion, ça aide de le présenter comme PowerPoint, parce que c'est un outil de communication, clairement, et on peut effectivement le diffuser aux salariés par le biais du site internet ou d'une application mobile. On peut le mettre à disposition des salariés. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste quelques petites questions que je vois apparaître. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande si l'employeur doit assister à la réunion de présentation de clôture des comptes. Oui, il s'agit d'une réunion plénière de CSE normale. Donc, à minima, le président doit être présent. Et une question pour vous, Thierry. Excusez-moi. Doit-on présenter tous les justificatifs dans le rapport d'activité? Alors, je voulais juste, si vous me permettez, Myriam, revenir sur la question précédente. L'employeur doit être présent, mais ce n'est pas lui qui vote. C'est-à-dire, il ne participe pas au vote de l'approbation des comptes, contrairement à ce que
croit souvent. Le président ne participe pas au vote, c'est les élus qui votent. Donc même si le président potentiellement il n'est pas d'accord, il peut dire qu'il n'est pas d'accord. De la même manière, l'expert comptable, à un moment donné, si on a eu le sujet de répartition entre les AEP et les ASC, l'expert comptable, il peut dire l'enceinte Bluetooth, vous l'avez passé en budget de fonctionnement alors que vous auriez dû le passer en budget de l'œuvre sociale. Les élus peuvent dire oui, mais non, nous on considère que, bon, l'expert comptable aura donné son avis, mais l'expert comptable, il va mentionner quoi? Il va mentionner ce qu'on appelle une remarque dans l'attestation des comptes. C'est-à-dire qu'il va écrire dans l'attestation que, contrairement à son conseil, le CSE a utilisé des dépenses, enfin du budget de fonctionnement pour payer des choses qui auraient dû être payées par le budget de l'œuvre sociale. Donc ça fait un peu moche, parce que quand on présente ses comptes et qu'on a ça dans l'attestation, le président, c'est la première réflexion qu'il peut potentiellement faire aux élus en disant attendez, qu'est-ce que c'est que cette remarque? Et c'est la même chose pour les justificatifs. L'expert comptable doit avoir accès à l'ensemble des justificatifs des dépenses. Évidemment, une dépense, c'est un justificatif de manière obligatoire. Et l'expert comptable doit y avoir accès. Alors, soit quand il procède en révision ou il procède par sondage, il ne va peut-être pas les vérifier tous un par un, mais sur demande, il doit proposer les pièces. Et toute écriture passée en comptabilité sans pièces, ça peut aussi, alors en fonction du montant, si on parle de 15 € sur une note de frais, on n'en fera peut-être pas, l'expert comptable n'en fera peut-être pas une maladie, mais en fonction du montant, il mentionnera une remarque dans l'attestation des comptes en disant qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des pièces et des justificatifs demandés. Très bien, merci beaucoup. Alors, je passe juste la dernière slide que vous proposiez pour montrer un tableau de bord budgétaire, à quoi ça pouvait ressembler. Donc, on va terminer également par un cas particulier, celui que nous a soumis Lionel. Et dans l'absolu, ça peut se produire dans plusieurs petites entreprises. Y a-t-il des précautions particulières à prendre dans l'établissement de la clôture des comptes avant la dissolution du CSE? Lionel nous a en effet expliqué qu'il y avait eu carence de candidatures et que du coup, le CSE allait être dissous. Et d'autres questions qui en découlent, c'est qu'advient-il des budgets des reliquats du budget du CSE? Et dernière question qu'il pose, c'est existe-t-il une durée légale pour demander la réorganisation des élections? J'ajoute que d'autres questions nous sont parvenues aujourd'hui qui vont un petit peu dans le même sens sur qu'advient-il des budgets de CSE lorsque l'activité de l'entreprise auquel ils sont rattachés s'arrête. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, Maître Saria. Merci Myriam. Effectivement, c'est une question un petit peu particulière qui nous est posée par Lionel, puisque dans le cas qui nous occupe, il fait état de nouvelles élections qui ont été mises en place et de carences de candidats dans le cadre de ces nouvelles élections. Et cette situation qui est particulière, elle n'est pas prévue par le Code du travail. On n'a pas de texte particulier qui régisse la disparition du CSE à la suite d'une carence en termes d'élection. Du coup, la question des biens du CSE et de la comptabilité finale du CSE n'est pas clairement réglée par le Code du travail. Celle qui est réglée, c'est en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise. Et c'est ce vers quoi je vais me tendre, puisque c'est ce qui semble se rapprocher de la situation de monsieur de Lionel, même si j'y mets toutes les réserves, puisque je l'invite à aller voir un cabinet d'avocats pour donner les pièces de son dossier, examiner les circonstances exactes de la dissolution du CSE pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Et ce qui se passerait en cas de cessation définitive de l'activité, c'est qu'on appliquerait ce qu'on appelle la dévolution des biens du CSE, et c'est l'article 23.12.52 du Code du travail, R 23.12.52 du Code du travail qui en parle, puisqu'il explique que c'est le CSE qui va décider de l'affectation des biens dont il dispose. Ça va se faire par ses soins, mais sous la surveillance de la directe. Et lors de cette dévolution de ses biens, il va pouvoir choisir de donner ses biens soit à un autre CSE ou à un comité des activités sociales et culturelles interentreprises,
lorsqu'il y a une partie des salariés qui est destinée à intégrer le cadre de ces nouvelles entreprises. C'est la première option. La deuxième option, c'est des institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est autant que possible, nous dit le texte, conforme aux vœux exprimés par les salariés. Donc on va interroger les salariés sur la possibilité d'affecter les biens du CSE à des institutions sociales d'intérêt général. Mais en tout état de cause, les biens du CSE ne peuvent pas être répartis entre les salariés et les membres du comité. Ça, c'est une certitude. En cas de dévolution des biens du CSE, on ne les partage pas entre les membres du CSE et les salariés. En ce qui concerne la question sur la demande d'organisation de nouvelles élections, donc on se situe dans une situation où l'employeur a organisé des élections, a établi un procès verbal puisqu'il n'y avait pas de candidat, eh bien, il ne devra organiser des élections que s'il y a une nouvelle demande, soit d'un salarié, soit d'une organisation syndicale, mais après un délai de 6 mois à compter de l'établissement du procès verbal de carence. Donc, vous avez un délai de 6 mois entre le PV de carence et la nouvelle demande d'organisation des élections, soit par un salarié, soit par une OS. Très bien, merci beaucoup, Maître Saria, pour cette réponse. Voilà, nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Saria ou Thierry Collin en fonction de la thématique de vos questions à l'issue de cette webconférence. Je vous rappelle leurs coordonnées. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos 2 groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn où nous pourrons continuer les échanges sur cette thématique, mais également bien sûr sur bien d'autres. Mes collègues sont en train de vous transmettre les liens sur le chat. Merci encore Maître Saria et Thierry Collin d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Ça a été un vrai plaisir pour moi. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Merci. Merci à vous Myriam, merci à tous. Et ça a été un plaisir pour moi également. Et également pour moi, c'est une première, mais extrêmement intéressant. Merci. Prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine webconférence. Vous serez informés par email ou sur les groupes privés, par exemple, de la tenue de la prochaine webconférence de Jury Travail. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.